Alors, je vais passer tout de suite la parole à Thierry Pêche. Donc à la fois un regard à double casquette d'économiste, directeur d'observateur alternatif, mais vous êtes aussi chef d'entreprise d'une coopérative. Alors est-ce que dans une coopérative, comme alternative économique, on a une pratique un petit peu différente du management? Est-ce qu'on est déjà dans le management d'après? Est-ce que par rapport aux grandes organisations déstructurées que sont les grandes entreprises? Est-ce que ça marche? Oui. Oui. Fantastique. Alors, seuls les échos sont censurés. Il faut bien que ça vous arrive un jour. Bon. Dans Alternative, c'est souvent le cas. Je plaisante. Non, je vous laisse. J'en viendrai aux coopératives. J'en viendrai aux coopératives à la fin. Je pense qu'elles sont souvent exagérément idéalisées, même si elles ont des qualités et des vertus que j'aurai un certain plaisir à vous rappeler. Alors, juste un mot sur les cadres. J'étais très frappé par le petit film qu'on a vu tout à l'heure. J'avais le sentiment, et on se le disait là quelques-uns, puisqu'on était assis les uns à côté des autres, on était frappé de ce qu'au milieu des années 70, les questions que nous nous posons aujourd'hui étaient déjà en grande partie là. Hein, c'était frappant. C'était frappant. Et d'une certaine manière, les critiques qui étaient amorcées dans ces années-là n'ont fait que s'aiguiser et s'intensifier avec le temps. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période? Ça a été rappelé dans le petit portrait statistique tout à l'heure. C'est une catégorie socio-professionnelle qui a explosé. Démographiquement, c'est celle qui a le plus augmenté ces 30 dernières années. On a vu sur 20 ans une progression de 75%. Donc c'est pas une catégorie qui va mal d'une certaine manière. Elle est en essor démographique. On a vu aussi que si ses revenus moyens ne progressaient plus beaucoup depuis 20 ans, il n'avait pas non plus décroché. Et si on avait pris la photo sur une plus longue période, on pourrait quand même considérer que le pouvoir d'achat des cadres s'est plutôt amélioré. Je dis ça pour faire un contrepoint à l'ambiance générale de blues des cadres. Je l'ai moi-même alimenté comme éditeur autrefois, Pierre qui est ici, Pierre Rosanvallon s'en souvient, la fatigue des élites, un certain nombre de livres qui avaient mis l'accent sur tout ça. Et néanmoins, je crois que lorsqu'on compare cette catégorie aux autres catégories socio-professionnelles, c'est quand même comme ça qu'on arrive à situer un ensemble, en le comparant au reste de la société, eh bien, on voit un monde des cadres qui ne va pas si mal. Il ne va pas si mal non plus, d'ailleurs, quand on regarde son exposition au chômage. C'est de loin le groupe le moins exposé au chômage. On a évoqué la peur du déclassement. Le risque de déclassement est beaucoup moins prononcé dans ce groupe-là que dans tous les autres groupes, et singulièrement dans celui qui est juste en dessous, dans les classes moyennes. Donc au total, on a un paysage qui, lorsqu'on prend les grandes moyennes, les contours généraux, est pas si mauvais que ça. Hein. Il faudrait regarder les catégories juste en dessous, et on verrait des différences assez significatives. Et néanmoins, il y a un blues du cadre, il y a un malaise des cadres qu'il faut comprendre d'une autre manière. D'abord parce que quand une catégorie explose, grandit, croît, on a des concurrents dans cette catégorie beaucoup plus nombreux. Voilà. Quand on était cadre au début des années 70 ou à la fin des années 60, on n'était pas nombreux dans ce cas-là, et donc on était dans la hiérarchie des entreprises souvent au premier rang, dans les premiers rangs. Aujourd'hui, dans un monde où il y a beaucoup plus de cadres, eh bien fatalement, on a plus de voisins ou d'homologues, et par construction, si vous voulez, le sentiment de sa position dans la hiérarchie des entreprises, dans la hiérarchie sociale, se dégrade relativement à ce qui était la situation précédente 30 ou 40 ans plus tôt. Ce malaise des cadres, il est lié, et là ça a été beaucoup dit, je ne fais faire que répéter, il est lié aux transformations de l'organisation du travail dans les entreprises, et singulièrement dans les grandes entreprises. Et là il y a eu deux révolutions, je résume très rapidement des choses qui ont été dites, deux révolutions qui se sont rencontrées, qui se sont combinées pour produire une situation difficile. La première révolution, c'est une révolution technologique. Les outils, notamment les indicateurs de performance, les outils technologiques du reporting ont été évoqués tout à l'heure. Cette révolution technologique, elle est partout, et elle n'a pas d'ailleurs que des effets négatifs, hein. Elle permet aussi à des salariés de s'exprimer plus souvent, de faire connaître leurs opinions. Vous avez évoqué des dispositifs qui leur permettent justement de parler plus directement. Ces technologies-là sont,
des dissolvants de hiérarchie, à peu près dans toutes les situations d'ailleurs sociales, pas simplement dans l'entreprise. Elles permettent à la base, si vous voulez, de prendre la parole, de s'exprimer plus facilement, de se faire entendre. Et elles érodent, d'une certaine manière, ces technologies, elles érodent le crédit de ceux qui avaient l'autorité d'être des intermédiaires dans la société d'avant. Donc ça, c'est un point qui est... Alors, très concrètement, moi j'étais, avant d'être dans une coopérative, j'ai été directeur général d'une entreprise normale, si j'ose dire. Eh bien, c'est une entreprise dans laquelle, comme dans beaucoup d'autres entreprises, les cadres avaient moins de voix qu'autrefois. Concrètement, ça se matérialise comment? Ça veut dire que le directeur général est en copie d'à peu près 200 mails par jour. Il ne se passe pas un échange en entreprise sans qu'on le mette en copie. Hein. Donc, on se dit forcément, si on réagit, on court-circuite les cadres qui sont chefs de service et qui doivent pouvoir régler un certain nombre de problèmes eux-mêmes. Et en même temps, on ne peut pas ignorer qu'on reçoit ces mails. Donc, on passe une partie de la nuit à les lire, à répondre à certains ou à inciter tel ou tel à traiter le problème qui est souligné. Bon. Mais ça, c'est un signe un peu de dysfonctionnement de l'organisation. Normalement, tout ça ne devrait pas remonter. Bon, ne devrait pas remonter en tout cas dans ces quantités-là. Et ces technologies, elles conduisent à ça. Deuxième révolution, la révolution du pouvoir dans l'entreprise. On a dit tout à l'heure, on a vu débarquer un modèle de capitalisme anglo-saxon. C'est pas simplement anglo-saxon. Je pense que ce qui a été dissous progressivement dans le monde des grandes entreprises, c'est le capitalisme managérial. C'est-à-dire c'est un capitalisme où le dirigeant avait le pouvoir dans l'entreprise et l'avait d'autant plus qu'il avait aussi en face de lui un actionnariat très émietté, etc. Enfin, c'était le modèle qu'on jugeait dominant dans les années 60-70, le capitalisme managérial. Et on a vu s'imposer petit à petit un capitalisme patrimonial ou actionnarial, selon les mots qu'on utilise. Et là, le pouvoir a été un peu moins dans l'entreprise. Et le souci de l'actionnaire notamment, mais enfin aussi d'autres acteurs, a été de contrôler ce qui se passait dans l'entreprise, de mettre en place des outils permettant effectivement de contrôler. Et à la rencontre, si vous voulez, de ces deux révolutions, il y a les objets un peu monstrueux à mes yeux dans les conséquences qu'ils peuvent avoir. C'est des indicateurs de performance notamment appliqués à peu près toutes sortes de situations. Ces objets donc, qui ont vu le jour à la jonction de ces deux révolutions. Et ces objets manifestent ce qu'on peut résumer, me semble-t-il, sous le terme de crise de confiance. Confiance dans les coopérations dans l'entreprise. Il y a, je crois, là un phénomène qui est assez massif. Jamais la division du travail dans nos sociétés n'a été aussi sophistiquée et jamais depuis longtemps il n'y a eu aussi peu de confiance dans les coopérations que nécessite précisément cette division du travail. Il y a là une contradiction qui est loin d'être réglée, qui même, je pense, va en s'aiguisant. Alors, pour ne pas être trop long et répondre tout de même à votre question, Dominique, il y a trois... Non, mais moi, je prends juste la tienne. Est-ce que c'est mieux dans une coopérative? Juste avant, pardon. Est-ce que ce capitalisme, comment montrer aux entreprises que ce capitalisme patrimonial a des effets économiques négatifs sur le fonctionnement économique et celui de l'entreprise? C'est ça qui est difficile, parce que je vous suis sur le diagnostic, ouais. Mais comment traduire ça en matière économique? Il y a plusieurs manières de répondre, et il y en a une qui me paraît la plus rapide, disons. Quand on regarde la distribution de la valeur ajoutée des entreprises, la partie capitale, ce qu'on observe, c'est que depuis 20 ans, la partie allouée aux dividendes a doublé au détriment de la partie allouée aux investissements. Donc ça pose un vrai problème économique. Il y a même aujourd'hui en France des grandes entreprises qui s'endettent pour payer leurs actionnaires. Bon, oui, ça. Il n'y a pas eu de déformation entre les salaires et le reste, mais au sein c'est entre les investissements et la distribution, ce qui est très grave aussi. Il y a eu une déformation aussi dans l'enveloppe salaire. Mais vous avez raison, c'est pas tellement le partage capital-travail qui s'est déformé. Il était parti assez loin du côté du travail au début des années 70, et si on prend ce repère-là, on a le sentiment d'une déformation, mais sur une très longue période, le partage capital-travail, en gros 2 tiers au travail, 1 tiers au capital, pour des raisons qu'aucune théorie n'arrive à expliquer d'ailleurs, hein, mais c'est un fait observé.
En revanche, ce qui s'est passé à l'intérieur de la partie capital et à l'intérieur de la partie travail nécessite pas mal appelle beaucoup de commentaires, dont celui que je viens de faire. Donc pour en faire aussi sur la partie travail. Il y a eu aussi une inégalité croissante dans la distribution des salaires, notamment entre le top de la distribution et le groupe moyen, disons. Alors, les coopératives, c'est pas un paradis sur terre. Les coopératives, ça marche si ça... Vous voyez, dès qu'on parle de ces sujets, hein, il n'y a pas que les échos qui sont censurés. Ça marche si ça trouve une place sur son marché, comme à peu près n'importe quelle autre entreprise. Hein. C'est pas parce que... Prenez Bosch-Vénitieux, c'est un cas très intéressant, puisque la CFDT n'est pas loin, j'ai plaisir à citer ce cas, parce que c'est, à mon avis, un exemple assez abouti de dialogue social et de reconversion industrielle audacieuse. Bon. Bosch-Vénitieux, vous en faisiez une coopérative, vous ne régliez pas le problème. Donc c'est qu'il n'y a pas de magie de l'organisation coopérative. En revanche... Il n'y a pas de magie économique, mais est-ce qu'en termes de management, le fait que... Voilà, c'est ça. Exactement. En revanche, c'est quand même des organisations qui sont fondées sur la confiance. Par construction, d'abord parce que vous avez beau être directeur général ou chef de service ou président, vous avez devant vous tous les jours, vous travaillez tous les jours avec des gens qui sont les actionnaires de l'entreprise, enfin, qui sont les détenteurs de parts sociales. Hein, Alternative économique, 75% des parts sociales de la coopérative sont détenues par les salariés en activité. Donc il faut s'entendre d'une certaine manière. Et que vous ayez 2 parts ou que vous en ayez 100, vous avez une voix. Donc c'est aussi une forme de démocratie d'entreprise qui va même assez loin. Il y a d'autres coopératives qui ne sont pas organisées tout à fait comme ça. Chez nous, c'est comme ça. Ça impose des relations de coopération, de confiance et de dialogue beaucoup plus fréquentes que dans d'autres entreprises, c'est sûr. Voilà ce que je peux dire à gros traits. Et puis je crois aussi que dans le mot même de coopérative, il y a une idée de coopération, ce qui signifie que le travail de quelqu'un qui dirige une coopérative, c'est de faire en sorte que les gens travaillent les uns avec les autres, pas les uns à côté des autres, pas les uns contre les autres. Ça a l'air simple, mais au fond, si on est pénétré de cette idée, on en tire chaque jour des conclusions pratiques. Merci beaucoup.